Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous qu'il était nécessairement important que le président de la République se déplace en chair et en os pour rencontrer Paul Kagame? Eh bien, pour lui, l'interlocuteur valable, c'est le président Kagame. Est-ce qu'on peut sentir dans ce discours la volonté du gouvernement s'engager réellement dans la paix? Il jouit de la liberté constitutionnelle de s'exprimer comme n'importe qui. Ce discours-là n'est pas le discours du gouvernement. Ce discours-là, c'est les propos d'un acteur politique. S'ils voudraient voir M. Atundu quelque part, quelles sont les démarches qu'ils ont faites. Donc, ça c'est pour essayer de s'aimer la zizanie. Rencontre du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha au Qatar. On en parle dans cette édition spéciale, mais également la restructuration du président de l'Union sacrée par le président de la République fera également partie intégrante de cette édition spéciale. Madame et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour ce numéro l'ambassadeur André Alain Atundu Liyongo qui n'est plus à présenter. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci, Charlie. Alors, d'entrée de jeu, monsieur l'ambassadeur, ça fait jaillir beaucoup d'encre et salive dans la toile. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Enfin, Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, au Qatar. Que retenir de cette rencontre ? De cette rencontre, il faut retenir l'engagement du chef de l'État à apporter une solution définitive, en tout cas déterminante, dans l'évolution de la situation dans notre pays, aujourd'hui agressé par le Rwanda, en vue d'aboutir à une paix valable, non seulement pour nous, mais aussi pour nos voisins. De la part du président Kagame, je crois qu'il doit s'être rendu compte que la paix ne peut s'obtenir seule et par la force des armes. Ok. Si éventuellement il a des velléités territoriales, des velléités économiques chez nous, des velléités politiques, eh bien, les relations internationales ont organisé des voies pour exprimer ce genre de préoccupations, notamment par la diplomatie bilatérale ou dans un cadre plus large d'une diplomatie multilatérale, par exemple dans EAC, dans SADC pour nous, voilà. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous qu'il était nécessairement important que le président de la République se déplace en chair et en os pour rencontrer Paul Kagame au regard des enjeux, au regard des réalités que nous vivons dans notre pays? Est-ce que c'était vraiment important que les deux puissent se rencontrer? Absolument. Absolument, parce que souvenez-vous, le président Tshisekedi a dit « Je ne peux pas discuter avec les pantins » parce qu'ils expriment les préoccupations de leur chef. Eh bien, pour lui, l'interlocuteur valable, c'est le président Kagame. Et il a dit. Et donc, à l'issue d'un arrangement par l'intermédiaire du Qatar, eh bien, les deux acteurs majeurs et déterminants de cette crise se sont rencontrés pour se dire la vérité et pour trouver ensemble les moyens de rentrer d'abord chacun dans la légalité et ensuite d'entrevoir éventuellement et pourquoi pas les modalités de cohabitation et de coopération. Alors, que diriez-vous de
la même promesse faite par les chefs de l'État publiquement. En Lingala d'ailleurs, je cite, Ngaïna Paul Kagame Tokukutanaka plus jamais. Alors qu'aujourd'hui, le peuple congolais vit le contraire. Et d'ailleurs, cette promesse est aujourd'hui considérée comme une démagogie, allais-je dire. Quelle est votre version des faits? Non, je crois qu'on n'a pas compris la portée exacte de cette déclaration du chef de l'État. Le chef de l'État a tout simplement voulu dire que si Kagame n'échange pas, eh bien, on ne se rencontrera pas. S'il ne change pas. Eh bien maintenant, Kagame a changé. Êtes-vous sûr qu'il a réellement changé? Mais puisqu'il a accepté des traités avec, disons, oui, il a accepté de rencontrer le président Tshisekedi, dont il connaît la thèse. L'agression, elle est rwandaise, l'intégrité du territoire n'est pas à négocier, tout comme l'évacuation des troupes rwandaises. Et donc, en se rendant au Qatar, le président Kagame savait très bien les préoccupations, connaissait très bien les préoccupations du président Tshisekedi. Okay. Et donc, on peut imaginer que c'est autour de ceux-là qui se sont rencontrés. Et pensez-vous que cette fois-ci, nous aurons quand même gain de cause? Avoir gain de cause, c'est l'aboutissement d'un long processus. Un processus diplomatique, un processus militaire, processus politique. Et donc si aujourd'hui nous avons un avantage diplomatique certain, eh bien malheureusement sur le terrain militaire, c'est Kagame qui a un avantage évident. Et donc, il faudrait équilibrer ou mettre en adéquation les sanctions diplomatiques et les avancées militaires. Eh bien, on a vu que les sanctions diplomatiques ont frappé le président Kagame et le Rwanda de plein fouet. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il s'est rendu au Qatar. Des sanctions que certains considèrent une poudre aux yeux. S'il en était ainsi, le président Kagame ne se serait pas dérangé. Parce que nous parlons là des sanctions qui coûteraient plus d'1 milliard. Au Rwanda. Oui, de pertes, hein, n'est-ce pas? Et de notre côté, nous avons cette avancée des troupes rwandaises sous couvert de M23. Et je crois que si la vérité éclate et est acceptée par tous, eh bien c'est par là que se trouve la voie de la paix, la voie de la coopération et l'avenir de nos rapports avec le Rwanda et toute la sous-région. Alors, c'est également une question tellement cruciale en rapport avec la question, bien que les deux chefs de l'État se rencontrent au Qatar, il y a un autre processus déjà engagé au Rwanda sous la médiation du président angolais João Lourenço, qui est d'ailleurs le président en exercice de l'Union africaine. Alors certains pensent que on s'est moqué de lui, pendant que lui, il attendait la délégation rwandaise sur son sol, et déjà les chefs de la délégation congolaise, Jean-Pierre Bemba, s'y était rendu. On voit les deux présidents s'y rencontrer, alors que ce sont là les protagonistes. N'est-ce pas là une raison à ceux qui disent qu'on s'est réellement moqué du président plutôt? La voie de la paix n'est pas unique. La voie de la paix n'est pas unique. Vous vous souviendrez que, en tout état de cause, c'est-à-dire le président João Lourenço étant médiateur, on a vu à ses côtés le président Uhuru, n'est-ce pas, le président Uhuru. Il y a eu d'autres initiatives.
l'initiative 5O SCC, qui parcourt le monde à la recherche de la paix. Et donc, le processus de Luanda, l'initiative de la 5O, la rencontre de Doha, ce sont là des signes qui devraient nous amener sur la voie de la paix. Ne créons pas d'ombrage à d'autres? Je crois que c'est plutôt complémentaire. Ok. Si l'on s'explique bien, c'est complémentaire. Parce que le M23, ses prétentions, sont contenues dans le processus de Nairobi, les groupes armés, etc. Mais lui, il voudrait se présenter comme un groupe d'armées à part. C'est ça le problème, qui doit se trouver en face du président. C'est quand même un peu prétentieux. Mais la délégation de Kinshasa s'était rendue comme le 15 janvier, je crois, quand le président Kagame avait voulu s'y rendre à Luanda. Eh bien, voilà, la délégation fait montre de sa bonne volonté et le président, en s'y rendant, fait montre de son engagement et de sa détermination à rechercher la paix, une paix durable, de façon franche et honnête. Certains analystes pensent que nous allons en ordre dispersé et d'autres pensent même qu'on devrait d'abord attendre les résolutions ou les avancées du processus de Luanda, parce que c'est un processus combiné, Luanda-Nairobi, que d'aller rencontrer directement les présidents rwandais. Ont-ils tort, raison? C'est l'avis des personnes qui ne sont pas dans le secret de Dieu. Parce que toutes les actions sont pilotées par le président de la République. C'est le président de la République, en contact avec son collègue angolais, qui a dit, voilà, ceux-ci sont là-bas. Probablement son collègue informé aussi, je vais à Doha pour discuter, etc., directement avec Kagame. Et donc, il ne s'agit pas d'une action dispersée. Okay. Au contraire, c'est une action concertée, et ce sont des actions concertées qui œuvrent dans une grande synergie pour que nous puissions avoir une paix méritée dans notre pays. Et quelle chance donnez-vous à ces mêmes titres les consultations des princes de l'Église qui continuent toujours à rencontrer d'autres personnalités? Récemment, ils ont échangé avec le président Macron et les premiers c'est les vice-premiers ministres, voilà, et ministres des Affaires étrangères belges. Est-ce qu'on peut également espérer à l'aboutissement heureux de ces consultations? Eh bien, toute consultation qui œuvre dans le sens d'amener la paix en République démocratique du Congo est la bienvenue. Mais la paix, les tractations pour la paix ne peuvent pas être des opérations contre le chef de l'État. Okay. Parce que toutes ces tractations doivent avoir comme résultat, eh bien, se mettre sous la présidence du chef de l'État pour exprimer la position de la République. Et pensez-vous que c'est le cas également avec les princes de l'Église? Oui, ça devrait être le cas, parce qu'actuellement, ils sont en période de bons offices. Okay. Ils font les bons offices, c'est-à-dire ils contactent toutes les personnes et toutes les organisations qu'ils estiment nécessaires ou susceptibles d'apporter tant soit peu dans la recherche de la paix et dans le vivre ensemble de la sous-région. Mais pour que leur démarche ait un sens, il faut que cette démarche ait l'appui du président de la République. Parce que ce serait comme
une opération en dehors du champ d'action. Certains pensent que toutes les discussions engagées, Luanda, Nairobi, les bons offices actuellement des princes de l'Église tirent à longueur alors que de l'autre côté, l'ennemi avance. Que pensez-vous? Non. Il y a deux situations. Il y a la situation diplomatique, n'est-ce pas, où j'ai dit nous avons une avancée certaine. Il y a la situation militaire où nous avons un certain désavantage. Mais il y a la situation politique où le président œuvre pour qu'il y ait unité dans le cadre de l'agression rwandaise. Donc ce sont des initiatives combinées qui vont vers la même direction. Mais c'est quelle voie qu'il faut nécessairement privilégier? Parce qu'on parle État, aujourd'hui, nous perdons de plus en plus nos territoires. Vous avez évoqué tout à l'heure que sur le plan militaire, en tout cas, ça va à notre désavantage. Il faut privilégier la voie diplomatique, il faut privilégier la voie politique. Parmi les trois, à quoi s'en tenir? Et je répondrai comme ce caporal dans une publicité. Entre les deux, qui vous préférez? Les deux. Et c'est pour vous dire que toutes les voies contribuent. La diplomatie est nécessaire parce qu'elle est gêne, de toute évidence, le président Kagame et le Rwanda dans son action. La situation militaire est nécessaire parce qu'elle devrait nous permettre de consolider notre victoire diplomatique ou nos résultats diplomatiques, nos réussites diplomatiques. La situation politique, l'unité, est nécessaire parce que la République ne peut pas parler de deux voix. Il faudrait que tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, puissent se mettre se mettre d'accord autour des valeurs qui structurent notre nation, comme l'a rappelé d'ailleurs le conseiller spécial, c'est-à-dire la primauté de la Constitution sur toutes les lois, l'intangibilité des frontières, l'occupation de notre territoire, c'est-à-dire l'évacuation de toutes les troupes étrangères. Voilà, ces trois valeurs, et puis l'unité, le besoin de l'unité, voilà des valeurs qui doivent mener, caractériser d'abord la République, la présidente de la République, et pour mener à bonne fin cette démarche complexe et critique vers la paix, vers la cessation des hostilités. Ambassadeur André Aléa Toudou, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le gouvernement prône réellement la paix pour faire face à la situation qui traverse notre pays, lorsqu'on voit le discours qui tient, d'ailleurs il est de votre camp, de votre coin géopolitique, Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'on peut sentir dans ces discours la volonté du gouvernement s'engager réellement dans la paix? Quel est le sens du discours du vice-premier s'attaquant personnellement à l'ancien président de la République, qui a d'ailleurs récemment qui a donné ses impressions, on va aussi en parler. Mais il faut d'abord répondre à la première question. Le gouvernement de la République s'exprime par le porte-parole ou par un communiqué. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui. Non. Mais il jouit de la liberté constitutionnelle de s'exprimer comme n'importe qui. N'est-ce pas? Comme vous avez
les personnes sans qualité et sans titre se permettent de juger les actions du chef de l'État. Donc c'est la liberté constitutionnelle. Et donc, en tant qu'acteur politique, Jean-Pierre Bemba a ses convictions et travaille pour l'éveil de conscience du peuple congolais. En tirant en boulet rouge l'ancien président. De la jeunesse en vue de bouter dehors les agresseurs. Voilà Jean-Pierre Bemba. Bon, le gouvernement, c'est autre chose. Ce discours-là n'est pas le discours du gouvernement. Ce discours-là, c'est les propos d'un acteur politique devant l'obligation de sensibiliser la population ou la jeunesse. C'est tout. Il a été accusé d'abord par le président de la République d'être les vrais commanditaires de... Il qui? Joseph Kabila, Oui. d'être les vrais commanditaires de cette rébellion. Alors récemment, il s'est exprimé. Il dit que si c'était lui réellement le patron de cette rébellion, la situation allait être autre que celle que nous vivons. Et deuxièmement, d'après lui, il propose au stade actuel, il est grand temps que les Congolais se réunissent et puissent se parler pour la paix de notre pays. Je peux même emprunter ces mots. Il a dit que pour le moment, en tout cas, l'heure est propice pour un dialogue intercongolais. Partagez-vous cet avis? Quelle est la situation que nous vivons? La maison brûle, il faut sauver les meubles. Et quand on sauve les meubles, on ne tient pas compte de celui-là, il s'asseyait à tel fauteuil, celui-là. Il faut d'abord se mettre d'accord autour du chef de l'État, qui est le garant de la nation, pour bouter dehors les agresseurs, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur tout autre plan. Et donc, j'estime qu'en sa qualité d'ancien chef d'État, il devrait donner un message d'unité dans le sens de condamner ceux des Congolais qui pactisent avec l'agresseur pour quelque raison que ce soit. Il faut condamner ce fait. Il faut encourager nos forces armées et forces de la défense à continuer à défendre notre pays jusqu'à l'expulsion des forces de l'agression. Et enfin, appeler à l'unité en ce moment difficile, parce que on ne peut pas gagner une guerre lorsqu'il y a des voix discordantes. Okay. Le président dit, voici la voie, la stratégie, et quelqu'un d'autre dit non, c'est une autre stratégie. Et je crois qu'aujourd'hui, on le reconnaît, le président de la République est celui qui a acquis par la victoire électorale le privilège de parler, de vouloir et d'agir au nom du peuple congolais. Donc il faut s'exprimer. Parce qu'il y a aussi des dérapages dans ces positions, n'est-ce pas? Favoriser l'accès aux responsabilités par la violence, ce qui est contraire à la Constitution dont il s'estime être le père. Okay. Donc il devrait protéger cette Constitution en donnant un sens et une signification à cette disposition fondamentale de notre démocratie et de la République. Motus et bouche cousue sur cet aspect-là. C'est ce qui perturbe un peu l'opinion congolaise et qui amène les gens à se poser des questions. Il faudrait que le président de la République, sénateur à vie, puisse donner une position d'abord claire sur l'agression dont est victime la République
sur les actes de connivence de la rébellion avec les agresseurs et sur la nécessité de l'unité des Congolais pour combattre l'agression. Joseph Kabila dit ceci, le vrai problème aujourd'hui au Congo, c'est le président de la République, et la vraie solution également, c'est lui. Et il a même évoqué que la situation que nous traversons aujourd'hui chez nous, en RDC, c'est similaire à celle qu'on a plutôt traversée en 2002, alors qu'il était président de la République. Partagez-vous quand même cet avis? Les symptômes sont les mêmes. Mais aujourd'hui, on connaît les causes. La cause principale, c'est la volonté et la politique néocoloniale du président Kagame, avec des visées territoriales, des visées de transplantation, des visées d'exploitation illicite de nos richesses et d'exercer un ascendant sur la gouvernance de la République. Okay. Ça, ce sont les vrais problèmes auxquels il faut s'attaquer si l'on veut. Or, quand le président Kagame remet en cause les frontières héritées de la colonisation, c'est un problème. Il veut détruire notre pays. Et tout patriote congolais devrait laisser toutes les affaires pour se battre pour l'unité du pays. Apparemment, il y a des personnes qui traînent les pieds. Et donc, il est important que le président de la République et d'autres acteurs qui sont d'autres patriotes puissent rappeler cette nécessité aux Congolais de la rébellion. Quel est l'élément aussi important ou une frustration tellement importante qu'il faille prendre les armes au lieu de discuter dans un cadre démocratique. Ok. Il nous reste juste, si je ne me trompe pas, 3 petites questions. Aujourd'hui, on en parle également, la restructuration du présidium de l'Union sacrée qui quitte des 6 à 40 membres. C'est fait par le président de la République. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés, vous avez toujours été franc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette restructuration, ambassadeur André Alain Atondo? La décision d'augmenter le nombre des membres du présidium n'est pas une restructuration. Ok. Les structures sont les mêmes. Le présidium, la conférence du président, etc. Okay. Donc ce sont les mêmes structures. Mais l'élargissement. Pour plus d'intégration des éléments constitutifs de l'Union sacrée, le président a jugé nécessaire d'améliorer la représentation au sein de ce présidium. Est-ce que c'était important? Oui, c'est important parce que ça vise... C'est un désordre organisé. Non, ça vise l'efficacité. Mais ceci ne veut pas dire que tout le monde est d'accord dans la composition. Ça, c'est une autre question. Okay. C'est un moindre souci, si je puis ainsi m'exprimer. Okay. Mais aujourd'hui, nous avons un présidium beaucoup plus représentatif qu'avec les 6. Nous avons, je crois, le secrétaire permanent a parlé de la redynamisation de la conférence du président. Voilà des éléments qui caractérisent la vie de l'union sacrée de la nation. Alors, il y a des petits détails et ça ne manque pas, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'un tel n'a pas été choisi que l'organe ne vaut rien. Mais celui qui a été choisi peut dire non, je fais partie d'une catégorie qui n'est pas représentée. Okay. Donc il y a toujours moyen de changer. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça ne vous dérange pas?
Dans quel sens? L'élargissement de ce présidium. Non, j'ai eu à donner mon point de vue. Je dis que le présidium devrait comprendre toutes les représentations sociales, n'est-ce pas? Alors, nous avons ceux qui sont dans les institutions, nous avons ceux qui ne sont pas dans les institutions, nous avons les jeunes, nous avons les femmes. Il faut que tous ces éléments soient impliqués, n'est-ce pas, et soient représentés. Ça n'a pas été le cas. Non, apparemment non, c'est pas le cas. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Rien n'est tard, il n'est jamais tard. J'ai donné mon point de vue. Je dis qu'il est souhaitable que toutes les couches sociales de notre organisation soient présentes dans le présidium. C'est une question qui peut choquer, mais c'est la question de Congolais qui m'ont dit de vous la poser. Des Congolais me disent apparemment l'ambassadeur André Aléa Tundu prêche dans le désert. Vu sa carrure, vu sa personnalité et surtout la compétence qu'il a, on se pose des questions. Pourquoi vous n'êtes pas casé? Et surtout lorsqu'on fait allusion aux récentes ordonnances du président de la République dans son cabinet. En tout cas, nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Certains pensent que la plupart des gens nommés ne sont pas du tout extrêmement expérimentés. Quel est votre point de vue? Parce que c'est vous les protagonistes. D'abord, premièrement, l'ambassadeur Atundu prêche dans le désert. Ça veut dire que mes propos n'ont aucun écho. Je me permets de douter. Je me permets de douter parce que chaque fois que j'interviens, j'ai des réactions à tous les niveaux. Ce qu'on en fait, je n'en sais rien, mais il est évident qu'on tient compte des propos, des idées, des propositions de l'ambassadeur Atundu dans la gestion de l'Union sacrée et dans la gouvernance du pays. Ça, c'est un. La deuxième question, vous me permettrez de ne pas y répondre parce que on va entrer là dans des questions personnelles, individualistes, etc. Okay. S'ils sont, ils voudraient voir M. Atundu quelque part, quelles sont les démarches qu'ils ont faites. Donc, ça c'est pour essayer de s'aimer la zizanie. Je crois que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement de la nation, veille à utiliser chacun, le moment venu, au poste voulu. Il ne s'agit pas d'un jugement de rue. La rue ne commande pas la gouvernance du pays. Même s'il faut tenir compte de ce qu'elle pense, mais elle ne commande pas la gouvernance du pays. Monsieur l'ambassadeur, on arrive sûrement à la fin de cette émission. Si on peut d'ailleurs s'élever, il va nous rester justement votre message à la nation. Mais une question de curiosité, c'est en rapport parce que ça dérange quand même les Congolais aujourd'hui depuis son décès. Mais aujourd'hui, apparemment, on en parle de moins en moins. Est-ce qu'on peut avoir quand même votre avis sur ça? Non. Je constate comme vous que telle est la situation. Je crois que si vous avez besoin d'une réponse, il faut vous adresser au ministre de la Défense, qui est la personne qui devrait organiser ces funérailles, tout ça. Pourquoi il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il attend, etc. C'est pas à moi de répondre à ce genre de questions. Et aux Congolais qui vous suivent honnêtement, un message? Aux Congolais, j'ai un message. Je voudrais terminer, passer le message suivant. Dans le temps ancien, lorsque Rome était attaquée et avait réussi à repousser Hannibal, qui était la source du mal, il y a
un sénateur qui terminait toujours ses discours par disant « Il faut détruire Carthage parce que c'est la source du mal ». Et j'ai dit « Il faut chasser l'agression rwandaise parce que c'est la source du mal. La source de tous les problèmes ici, c'est cette agression rwandaise. Eh bien, nous devons tout faire, laisser de côté nos divergences, nos frustrations, pour combattre un ennemi de l'extérieur qui ne veut pas de nos biens, mais qui cherche à assurer ses intérêts majeurs dans l'administration, en infiltrant des gens dans l'administration, dans le monde politique et dans le commandement de l'armée, le fonctionnement. Soyons vigilants, soyons engagés, soyons disciplinés. On ne peut pas gagner une guerre en ayant deux chefs avec deux stratégies différentes. La seule stratégie, c'est celle du président Tshisekedi. Eh bien, le seul devoir, c'est de nous mettre derrière lui, sous sa responsabilité, pour que toutes nos actions s'exécutent dans une certaine synergie bénéfique à la cause nationale, à la cause de la paix, incarnée aujourd'hui par celui qui est le garant du bon fonctionnement de la République et le garant de la nation, le président Tshisekedi. J'appelle donc tous les acteurs politiques à se mettre à sa disposition, comme l'exige la Constitution, à se mettre à sa disposition pour qu'il puisse nous mener à bon port. Un conseil au président de la République, parce que le gouvernement de l'Union nationale s'annonce également, l'occasion faisant les larrons. D'après vous, quels sont les critères qu'il faut? Parce que c'est un gouvernement qui va bien sûr diriger pour l'avenir de notre pays, vu les circonstances. C'est un gouvernement qui est censé quand même donner réponse aux problèmes que notre pays traverse et surtout satisfaire la population congolaise. Quel message avez-vous à l'endroit du président de la République en rapport avec ces gouvernements qu'on attend? Non, je n'ai pas de conseil à donner au président de la République. Je constate qu'au cours de sa communication, le conseiller spécial a identifié un certain nombre de valeurs qui caractérisent la nation et qui devraient être présentes dans tout compatriote. Ce qui exclut les hors-la-loi, ceux qui n'acceptent pas la loi, la Constitution, le règne de la Constitution actuelle, ils sont exclus de ce gouvernement d'office. S'ils veulent y participer, eh bien, qu'ils abandonnent les armes et tout ça, et qu'ils viennent discuter tout à fait démocratiquement selon la Constitution. Donc je crois que c'est l'élément caractéristique, n'est-ce pas? Et puis le reste, on verra, le président va donner les orientations compte tenu des circonstances du moment. Il peut dire, bon, ce gouvernement, c'est le gouvernement d'union nationale, mais axé sur la guerre, axé sur la diplomatie, axé sur la paix, axé. Voilà. Mais hormis les hors-la-loi, quels sont quand même d'autres critères qu'on doit prendre à la lettre? Mais c'est ce que je vous dis. Il faut d'abord accepter la primauté de la Constitution. La Constitution, c'est ça qui organise. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut accepter l'autorité du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Troisièmement, toutes les initiatives doivent se concerter dans le sens de la stratégie donnée par le chef de l'État. Quatrièmement, couper tout lien avec l'agresseur. Et ce serait donner un poste avancé à l'agresseur que de prendre un de ses complices et de le placer dans le gouvernement. D'accord. C'est le message de l'ambassadeur André Alain Atondo, avec qui nous venons de passer plus d'une demi-heure d'échange sur la situation qui traverse notre pays. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour votre disponibilité, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations.
Et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion d'échanger avec vous et de réfléchir sur les sujets qui intéressent non seulement les Congolais, mais qui intéressent surtout leur avenir. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. L'ambassadeur nous quitte pour ce numéro. Alors, il me reste justement à vous souhaiter un bon moment, mais aussi nous sommes disponibles et ouverts à toutes vos critiques, vos commentaires. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. N'injuriez pas, donnez votre point de vue pour que notre pays avance positivement. Et nous allons nous retrouver à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.